Alors bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo bilan du chapitre. Pourquoi je fais une vidéo bilan? Parce que voilà, c'est un chapitre qui est important et ça va vous permettre de peut-être prendre des notes à la fin de votre chapitre sur votre cahier, des notions peut-être qui étaient un peu floues pour vous. Le but voilà, c'est d'éclaircir quelques notions et de faire une petite synthèse de tout le chapitre. Alors dans une première activité, ensemble, on a parlé de ce qu'était un corps pur et un mélange. Et on a vu, bon c'est une notion que vous aviez déjà vue normalement en sixième, mais on a vu qu'un corps pur, en chimie, c'était un corps qui ne comportait qu'une seule espèce chimique, à la différence d'un mélange qui lui en comporte plusieurs. On s'était appuyé sur des exemples sur les eaux minérales, donc Evian, Volvic, etc., etc. Et on avait regardé les étiquettes de ces différentes eaux minérales, et on avait vu que sur l'étiquette, justement, on peut lire plusieurs constituants, on va dire, dans l'eau. Il y a plusieurs espèces chimiques, le calcium, le magnésium, le sodium, etc., etc. Et en fait, ça en fait bien un mélange, cette eau minérale, parce qu'on voit bien qu'il y a plusieurs espèces chimiques. Et donc, c'est bien et bien la définition d'un mélange. Il y a plusieurs espèces chimiques. Toujours pour continuer sur les corps purs et les mélanges, on a vu que les mélanges, on pouvait les séparer en deux catégories. Il y avait deux types de mélanges. Il y a les mélanges qu'on dit homogènes et il y a les mélanges qu'on dit hétérogènes. Alors la différence entre les deux, elle est assez simple à comprendre. Elle se fait d'ailleurs à l'œil nu, la différence. C'est-à-dire qu'un mélange homogène, les différents constituants, on ne va pas les voir à l'œil nu. Par exemple, dans l'eau minérale, je ne vais pas être capable de voir les ions chlorure, les ions sulfate. Je ne vais pas être capable de voir tout ça, c'est mélangé et c'est invisible à l'œil nu, c'est pour ça qu'on dit que le mélange il est homogène. De la même façon que le sirop de menthe, quand il est mélangé à l'eau, on est incapable de voir où est le sirop de menthe, où est l'eau, c'est mélangé et donc le mélange il est homogène. A l'inverse, lorsque l'on a un mélange hétérogène, par exemple de l'huile et de l'eau, même si on les mélange l'un avec l'autre, ils vont se séparer et on va obtenir deux phases. Vous voyez qu'il y a une phase où il y a de l'huile, il y a une phase où il y a de l'eau, c'est pour ça que les mélanges sont hétérogènes. Et il en est de même pour le sable et l'eau. Vous voyez bien à l'œil nu le sable qui est dans le fond du bécher, et vous voyez bien l'eau. Maintenant pour ce qui est des liquides, donc le grand 2, par exemple on va prendre le sirop de menthe, on voit bien qu'on a un mélange homogène. Et bien quand c'est un mélange de liquides, on dit que les liquides, ils sont miscibles. C'est un mot de vocabulaire qu'il faut que vous maîtrisiez lorsqu'on dit que des liquides sont miscibles, c'est-à-dire qu'ils forment un mélange homogène lorsqu'on les met ensemble. A l'inverse, si on prend un mélange hétérogène, on dira que les liquides sont non miscibles. Donc l'huile et l'eau sont des liquides qui sont non miscibles. Maintenant on part sur le grand 3, le mélange d'un solide et un liquide, donc c'est ce qu'on appelle une dissolution. On a vu donc par exemple le sel dans de l'eau, le sable dans de l'eau. Et ben on peut obtenir aussi deux types de mélanges. Vous voyez à gauche, c'est du sel par exemple dans de l'eau. On ne voit pas à l'œil nu la différence, on ne voit pas le sel à l'œil nu, j'arrive pas à le voir moi, alors que le sable on le voit. Et ben on dira que le sel, lui, il est soluble dans l'eau. On n'emploie pas le mot miscible, d'accord? Miscible c'est pour les liquides. Là le sel est un solide, et ben on emploie le mot soluble. Et le sable, à l'inverse, ben on dit qu'il est insoluble dans l'eau, parce qu'il forme un mélange hétérogène quand on le met dans l'eau, le sable. Toujours pour continuer sur cette partie, on peut essayer aussi de s'intéresser à l'évolution de la masse lors d'une dissolution. Donc là, imaginez un petit exemple, on prend un bécher avec 90 grammes d'eau, donc l'eau c'est bien notre solvant, et on prend 10 grammes de sel, donc c'est notre soluté. On obtient bien donc 100 grammes sur la balance. C'est rassurant, parce qu'on a 90 grammes plus 10 grammes. Qu'est-ce qui se passe lorsque je vais faire une dissolution? Vous l'avez vu lors de l'activité qu'on a faite. Il se passe que sur la balance, on obtient toujours le même chiffre. C'est-à-dire que le sel, même si vous le mettez en solution, vous le mettez dans l'eau, la masse ne va pas changer. La masse de la solution est donc égale à la somme de la masse du solvant et du soluté. Donc dans notre cas ici, le solvant étant l'eau et le soluté le sel. On continue avec cette dissolution, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette dissolution, et là on va s'intéresser à la saturation d'une solution. La saturation c'est quoi?
comme on l'a vu dans la dernière activité, c'est lorsque vous prenez une solution, donc par exemple on prend de l'eau, 100 ml d'eau, et vous allez rajouter 10 g de sel. Vous allez mélanger, vous obtenez toujours une solution homogène, c'est-à-dire que le sel, vous ne le voyez plus à l'œil nu. Mais si vous continuez à rajouter 10 g, puis encore 10 g, puis encore 10 g, on va très vite obtenir ce qu'on appelle une saturation. La saturation, c'est lorsqu'on dépasse une certaine limite, en fait, là vous avez mis trop, vous avez mis 40 g de sel dans 100 ml d'eau, c'est trop. Le sel, il ne peut plus se dissoudre. Donc il va y avoir du sel qui va être en solution, vous allez le voir, vous allez voir des grains de sel qui ne vont plus pouvoir se dissoudre, et on dit que notre solution, elle est saturée en sel. Donc il existe une limite à la quantité de sel que l'on peut dissoudre dans l'eau. C'est pareil pour le sucre. Et donc, par exemple, la solubilité du sel, c'est comme ça qu'on la note, on la note S, et on dira qu'elle vaut 360 grammes par litre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, ça veut dire que si je prends 1 litre d'eau, je peux mettre 360 grammes de sel dedans avant qu'on obtienne une solution saturée. C'est-à-dire que si je prends un petit exemple, si je mets 370 grammes, donc j'ai dépassé les 360, et ben il va y avoir une partie de sel qui va être en suspension dans l'eau que vous allez pouvoir voir. Si par contre je mets 340 grammes dans un litre d'eau, mon sel il va totalement se dissoudre et je ne vais pas voir de sel à l'œil nu. J'aurai donc une solution qui va être à peu près homogène. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez bien compris toutes les notions du chapitre. C'est un chapitre, comme je vous ai dit, important. On ne reprendra pas réellement ces notions en 4e, donc d'où l'importance de bien les maîtriser en 5e.